hier de la visite d'État du président de la République dans les savanes. Le président de la République a animé des meetings et multiplié les rencontres avec différentes couches sociales pour écouter leurs doléances. Dans cette édition, vous aurez la rencontre avec les producteurs agricoles. Qui doit jeûner? Cette question a été posée à un médecin et à un imam à l'occasion du jeûne du Ramadan qui a débuté aujourd'hui. Et en Égypte, les frères musulmans ont rejeté la feuille de route des nouvelles autorités qui prévoit des élections législatives d'ici la fin de l'année. Bonsoir à tous, merci de choisir la RTI 1 pour vous informer. Le président de la République a achevé hier sa visite d'État dans le district des Savanes. Pendant 6 jours, le président Alassane Ouattara a rencontré les populations, partagé leurs difficultés, écouté leurs doléances avant de leur donner un message d'espoir. La paix, la réconciliation ont été prônées par le chef de l'État dans toutes les localités visitées. Des dons en nature ont été faits, des villages ont été électrifiés. Le reportage de Michel Digré. Les habitants de 3 villages du département de Korogo ne dormiront plus dans le noir. La mise sous tension du réseau électrique dans ces 3 localités vient mettre fin à plusieurs décennies de souffrance dues à l'inexistence d'électricité. L'électricité, c'est un facteur de développement. Sans elle, il y a une tendance à l'exode rural de la force vive que sont les jeunes. Parce qu'ils n'ont pas de télévision. Pour charger leur portable, c'est des problèmes. Le district des Savanes n'est pas bien desservi en matière d'électricité. Le taux est le plus bas dans le pays et ceci permet d'ajouter un peu plus de confort aux populations. Il y a 70 000 personnes qui seront desservies grâce à cette unité et cela représente un investissement de 8 milliards de francs CFA. Et je pense qu'au deuxième trimestre de l'année prochaine, ce sera donc chose faite. Et nous continuerons, ce n'est qu'un début. La veille, ce sont les villages de Moroviné et de Nongo-Tanankaha qui ont goûté aux délices de la lumière. C'est la sous-préfecture dans laquelle nous nous trouvons à un taux d'électrification de 8%. Certaines régions du nord, telles que la région de Teini, le taux de couverture est de 0,8%, de 1% pour Bouna, de 7% pour Touba. Et quand vous descendez un peu plus vers le sud, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez des taux d'électrification, des taux de couverture qui avoisinent les 98, les 100% dans certains cas. Donc il s'agit de réparer une injustice sociale. Ces 3 localités électrifiées font partie des sous-projets réalisés par Côte d'Ivoire Énergie en 45 jours dans le cadre de la visite du président de la République dans le district des Savanes. Dans le district des Savanes, l'agriculture occupe une place de choix, notamment avec l'anacarde et le coton. Mais comment faire profiter aux producteurs le fruit de leur travail? Le gouvernement a décidé de prendre les choses en main. Et pendant sa visite donc dans les Savanes, le président de la République a rencontré les agriculteurs. Les témoignages de Jean-Jacques Wamiala. La Côte d'Ivoire est le deuxième producteur mondial d'anacarde et bien classé pour le coton. Et pourtant, les planteurs de ces 2 cultures, en majorité du district des Savanes, ne profitent pas des retombées. À ces producteurs, il faut ajouter ceux des mangues, de la canne à sucre et du verrier qui éprouvent des difficultés. Difficultés liées à l'accès au crédit, d'encadrement et surtout du non-respect du prix minimum garanti. C'est ce tableau sombre qui a été présenté au chef de l'État par les différents représentants du monde agricole du district des Savanes. Répondant à toutes ces préoccupations, le président Alassane Ouattara a rassuré les producteurs. Concernant les cultures essentielles, anacarde et coton, le président Alassane Ouattara a rappelé la structure mise en place lors du dernier Conseil des ministres. Objectif, stabiliser les prix. Les autres produits de la filière agricole du district n'ont pas été oubliés. Plusieurs investissements sont annoncés, notamment au niveau des cultures vivrières. Il y a 27 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés pour créer les conditions de production en toute saison pour la réhabilitation des barrages. Et 7 barrages vont être réhabilités dans le district des Savanes et ceci à tout prochainement.
Ces barrages vont permettre d'aménager 31 000 hectares de terre pour la production du riz, du maïs et des produits maraîchers. Pour parler des infrastructures agricoles, il y a 3600 km de pistes qui seront réhabilitées dans le district des Savanes pour faciliter l'écoulement de vos productions. Nous avons prévu également 64 magasins de stockage des produits agricoles pour le district des Savanes. Ces investissements prévus au PNIA, Plan national d'investissement agricole, ont été bien accueillis par les producteurs et pour montrer l'importance qu'il accorde à la culture, le président de la République a annoncé que dès 2014, l'État va allouer 10% de son budget au secteur agricole et au monde paysan. Et pour cette visite d'État, le président de la République était accompagné de son épouse. La première dame, Mme Dominique Ouattara, a de son côté mené certaines activités, au nombre desquelles l'inauguration de la salle multimédia du lycée de Fek-Késédougou. Le reportage de Patricia Omouitia. Ils sont restés là, sous le soleil, pour la voir en personne. Rêve si cher à chaque enfant de ce pays. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a encore une fois fait parler son cœur, en offrant aux élèves du lycée moderne de Ferké une salle multimédia, une salle de lecture équipée d'une bibliothèque de 600 livres. Cette salle multimédia vous aidera à améliorer votre culture générale. La connexion Internet que nous avons mise à votre disposition vous permettra de rester constamment informé des progrès actuels. Fini la location des livres, indique le porte-parole des élèves. Pour la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, cette salle multimédia vise à améliorer la qualité du système éducatif. Dominique Ouattara a inauguré la salle multimédia Children of Africa du lycée moderne de Ferké. Il n'y a jamais eu de salle multimédia dans le lycée moderne de Ferké. On sait que c'est la première dame qui nous a offert cette salle, donc on veut la remercier pour cela. Je remercie la première dame de nous avoir donné cette salle parce que nous avons vraiment besoin de cette salle. Cette salle peut nous permettre de beaucoup étudier, de connaître l'anglais, l'allemand, les différentes langues. Autre étape de cette journée inaugurale, le don en vivres et non-vivres d'une valeur de 100 millions de francs CFA aux populations de Ferké. À cela, la première dame a offert une enveloppe de 7 millions de francs CFA aux femmes, aux élèves et aux enseignants. Journée riche en émotions pour les populations de Ferké qui a pris fin par la remise de plusieurs présents à la première dame et bien sûr quelques pas de danse. Elles sont en Côte d'Ivoire dans le cadre des assises de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Députées, elles ont formé le réseau des femmes parlementaires. Réunies ce matin donc à l'Assemblée nationale, ces femmes députées de l'espace francophone ont adopté à l'unanimité un projet de résolution portant sur les grossesses non désirées et la situation des filles mères. Projet qu'elles comptent d'ailleurs soumettre aux députés de l'APF pendant leurs travaux. Le reportage de Gabriel Zani. Déficit de communication de la part des femmes députées de l'espace francophone ou des intérêts des femmes, nombreuses sont celles qui ignorent l'existence du réseau des femmes parlementaires. Mais une seule chose demeure certaine pour bien de femmes interrogées, la défense de leur cause par les femmes députées, au cours de ces assises qui se tiennent ce mardi à l'Assemblée nationale. Nous ne voulons pas de mariage précoce parce que ça entraîne beaucoup de divorces. Les femmes parlementaires francophones ont débattu des questions qui touchent les conditions des femmes. Mieux, elles ont adopté un projet de résolution sur les grossesses non désirées et sur la situation des filles mères dans l'espace francophone. Nous allons prendre les documents pour nous enrichir au niveau de la Côte d'Ivoire pour améliorer les conditions des femmes ivoiriennes. Réunies chaque fois à la faveur de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, les femmes députées de l'espace francophone vont soumettre ces projets de résolution aux députés. On s'attend à faire des suivis. La responsabilité retombe sur chacune des parlementaires, chacune des députés qui est là, de s'assurer que ces suivis-là seront faits dans nos pays respectifs, dans nos parlements respectifs. Ces travaux des femmes parlementaires sont d'ailleurs suivis de très près par la haute instance de l'APF. Vous nous permettez d'avoir ainsi un éclairage sur l'actualité, sur les dossiers, sur les problèmes qui n'auraient sans doute été différents s'ils avaient été vus essentiellement par des regards d'hommes.
Dans la suite des travaux, d'autres sujets, notamment le rôle des partis politiques dans la représentation des femmes au Parlement, dans les postes de décision aussi bien dans le secteur public que privé, seront débattus. Et sachez que les travaux de la 6e édition du Parlement francophone des jeunes se tiennent donc en marge de ces assises. Et ces travaux ont démarré aujourd'hui. Au menu, des échanges, des exercices pour former les jeunes de l'espace francophone en matière parlementaire. Le reportage de Léon Brou. Issus de 31 sections, ils sont environ 100 jeunes parlementaires présents à Abidjan pour produire 4 textes à soumettre au chef d'État et de gouvernement de la francophonie lors du sommet de 2014 au Sénégal. Base de leurs travaux, les centres d'intérêt de la 6e édition du Parlement francophone des jeunes en abrégé PFJ, rôle du Parlement, la jeunesse comme force de développement, la pénalisation de la transmission du VIH et la responsabilité des États à protéger leur peuple. Accueillant les participants, la représentante de la Côte d'Ivoire qu'appuyait la jeune parlementaire du Cameroun a expliqué l'esprit de la rencontre. Apprendre la fonction des députés auprès des titulaires de ce mandat pour le rayonnement de la démocratie dans l'espace francophone. Quant aux parlementaires, ils ont situé la responsabilité des jeunes. Il est, sachez-le, de votre responsabilité d'aller plus loin en suscitant, grâce aux valeurs de solidarité et à la langue française, un dialogue fraternel et fécondant. À vous d'utiliser et de valoriser cette dynamique puissante pour favoriser la compréhension et amplifier la coopération entre tous les jeunes dans l'espace francophone et bien au-delà. Travaux en commission et en plénière pour former les jeunes à la citoyenneté. La 6e édition du Parlement francophone des jeunes innove avec le concours de joutes verbales pour encourager le savoir-parler en public. Et notez que les assises de la 39e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie s'ouvrent demain à 10 h au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Et maintenant, direction la primature où le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan s'est entretenu avec des opérateurs économiques français spécialisés dans la fabrication de ponts métalliques. Ces derniers veulent investir en Côte d'Ivoire. Et le chef du gouvernement a aussi échangé avec une délégation de l'Agence française de développement pour parler de la contribution de la France au développement de la Côte d'Ivoire. Aïma Niamia nous en dit plus. 2 délégations françaises reçues se jouent en audience par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. La première, conduite par l'ancien ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Jean-Marc Simon, est une délégation de l'entreprise Matière, une entreprise de construction de ponts métalliques. Cette entreprise française envisage de s'installer en Côte d'Ivoire pour participer au développement du pays. Nous sommes un constructeur de ponts métalliques français et nous envisageons d'installer une unité de fabrication sur la Côte d'Ivoire qui nous permettrait, en complétant ce que nous fabriquerions en France et qui ne pourrait pas être pour l'instant délocalisé ici, de pouvoir nous positionner sur le marché de la construction de ponts métalliques, que ce soit dans la région du nord du pays, que ce soit en zone urbaine ou que ce soit sur un programme de réhabilitation d'ouvrages rendus nécessaires par le développement de votre pays. La deuxième délégation, conduite cette fois-ci par l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Georges Serre, est composée de responsables de l'AFD, l'Agence française de développement. Avec elle, il était question de contrats de désendettement et de développement, CDD. Conformément à ce que nous avions décidé lors d'un séminaire qui s'est tenu fin juin à Abidjan, donc une mission de haut niveau composée de M. Jean-Marc Châtaignier, directeur général adjoint de la mondialisation du ministère des Affaires étrangères français, et de M. Yves Charpentier, conseiller financier pour l'Afrique, et d'une représentante de notre ministère de la direction d'Afrique, est venue pour donc examiner les différents points de conclusion du séminaire et voir comment, à la demande de M. le Premier ministre, accélérer la mise en œuvre du contrat de désendettement et de développement. Je vous conduis au 3e Salon international des entreprises et industries de Côte d'Ivoire, ouvert ce matin. Le salon vise à faire la promotion des entreprises, à encourager les opérateurs économiques à investir. Il s'agit également d'informer le public sur l'organisation et le fonctionnement des entreprises privées et publiques en Côte d'Ivoire. Plus d'explications avec Francis Boifou. Cette année, les autorités ivoiriennes s'attendent à un taux de croissance de 9% contre 8,6% en 2012 et
et une croissance à 2 chiffres de 2014 à 2015. Mieux, les autorités projettent de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Mais comment y arriver? Le 3e Salon international des entreprises et industries de Côte d'Ivoire se propose d'apporter des éléments de réponse à la problématique. Nous avons identifié les vecteurs, les secteurs, le comportement qu'il faut, les enjeux de l'émergence économique. Il y a l'une des conférences qui porte sur la masse critique de matières grises qu'il faut pour que la Côte d'Ivoire aille à l'émergence économique. Le salon se veut également un espace de promotion des entreprises, des industries, d'opportunités d'investissement et d'entrepreneuriat. J'ai appris beaucoup de choses au niveau de ce salon. Donc j'invite mes pairs qui sont dans le monde économique, mes pairs industriels, à venir nombreux à ce salon qui va s'étaler sur 3 jours. Il y a beaucoup de choses à apprendre. On ne connaît jamais assez. Ouvert ce mardi, le 3e Salon international des entreprises et industries de Côte d'Ivoire ferme ses portes le jeudi prochain. À l'initiative du Secrétariat national à la bonne gouvernance et au renforcement des capacités, une enquête a été menée afin de détecter les secteurs les plus touchés par la corruption en Côte d'Ivoire. Et selon les résultats, les secteurs de la santé, de l'agro-industrie, des impôts et des transports sont les plus touchés. Les résultats publiés, le Secrétariat national à la bonne gouvernance et au renforcement des capacités veut comprendre les causes profondes des pratiques de la fraude et de la corruption en vue de mettre en place des stratégies de lutte. Et justement, à propos de stratégies de lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire, je vous invite à écouter le secrétaire national à la gouvernance et au renforcement des capacités, Meïté Sindou. Nous avons proposé au gouvernement la mise en place du dispositif juridique institutionnel anticorruption. J'en ai parlé à plusieurs reprises. Il s'agissait pour nous de proposer au gouvernement la mise en place d'un dispositif juridique fort qui permette de lutter contre la corruption. Nous avons proposé un corps de loi notamment. Donc il y avait une première loi générique qui reprenait un peu l'ensemble des dispositions du code pénal, du code de procédure, pour en faire une loi contre la corruption et les infractions assimilées. Nous avons proposé également une deuxième loi sur la mise en place d'une institution. On l'avait baptisée Haute Autorité chargée de la lutte contre la corruption. Le gouvernement l'a baptisée Haute Autorité chargée de la bonne gouvernance. Donc le processus est en cours pour l'adoption d'un dispositif juridique, mais également d'un dispositif de sanction contre la corruption. Direction Bouaké, où le président du conseil d'administration de la RTI et le directeur général ont visité la station régionale de l'entreprise. Les deux responsables ont encouragé les agents, heureux de les accueillir, avant de définir leur vision pour une RTI compétitive. Le reportage de Ouattara Walter, commenté par Derasouba Larsen. La délégation est conduite par le président du conseil d'administration, Bouaka Pascal. Il avait à ses côtés le directeur général, Amadou Bakayoko. Le PCA s'est dit heureux d'être à Bouaké avant de situer le contexte de cette visite. Il était donc important que nous nous arrêtions ici pour vous saluer et vous féliciter aussi pour le travail que vous faites. Répondant à certaines préoccupations liées à l'extension de la zone de couverture télé de cette station régionale, le directeur général Amadou Bakayoko, qui découvre pour la première fois RTI Bouaké, se dit émerveillé par les installations techniques. La régionalisation est vraiment au cœur de mes préoccupations et au cœur de la stratégie qu'on va mettre en place pour la RTI. Donc ce qui se fait à Bouaké est un véritable laboratoire pour tout ce qui va se faire sur l'intérieur du pays. Je sens une équipe motivée et mobilisée pour réagir à l'actualité et puis pouvoir accomplir toutes ces tâches. Il a défini la nouvelle politique de proximité qu'envisage de mettre en place la direction de la RTI. Une visite guidée a permis aux hôtes de marque de se rendre compte de l'existant. Et ce fait divers à Bouaké, des coupeurs de route ont encore fait des morts sur l'axe Guébonois-Bouaké. On écoute les témoignages de Kwadi Kwame. Les coupeurs de route ont encore fait parler d'eux. En effet, 3 compagnies de transport basées à Bouaké ont été victimes de braquage. Des honnêtes citoyens à bord de ce minicar n'arriveront jamais à destination pour certains. Leur véhicule a été mitraillé à l'arme automatique sur l'axe Bouaké-Yamoussoukro. L'événement malheureux s'est produit à 1 km du village d'Assengou, situé dans la commune de Guébonois, sur la nationale A3. Le triste bilan fait état de 2 morts, 27 blessés, dont 3 cas graves, y compris le chauffeur, et d'importants dégâts matériels.
Encore sous le choc, l'apprenti chauffeur et un passager ont du mal à expliquer cette attaque, tout en lançant un cri de cœur aux autorités compétentes. Ils ont tiré sur mon patron, ils ont cassé le pneu. Quand ils ont cassé le pneu, il y a eu 2 mois sur place. Ils ont fait sortir les premiers groupes pour fuir. Le moment qu'ils vont moi me fuir, les corps sont venus en même temps. Là, ils sont rentrés dans la brousse. J'ai vu 3 personnes qui sont trépieds, habillées, la figure fermée. J'avais des calages, je demande que les autorités essaient de rédiger ça, quoi. Parce que c'est trop maintenant, ils emmerdent trop la population pour ça. Le triste événement est survenu ce mardi 9 juillet au lever du jour sur cette voie très fréquentée. On s'intéresse maintenant au jeûne du Ramadan qui a débuté aujourd'hui. Pendant 30 jours, les fidèles musulmans de Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays, vont s'abstenir de manger, de boire. 30 jours donc de privation. Pour autant, malgré la volonté, tous ne sont pas aptes à observer ce moment, notamment pour des raisons de santé. Alors, question, qui doit jeûner? Réponse avec Christelle Menant et Victorine Yaoyoboy. Je ferai le Ramadan, puisque hier, il y a des médecins qui sont venus nous contrôler. Ils ont trouvé que j'étais apte à faire le Ramadan. Le Ramadan, période de pénitence chez les musulmans. Pendant 30 jours, on se prive de nourriture du lever au coucher du soleil pour se purifier des péchés commis, pour se rapprocher spirituellement d'Allah. Cette étape obligatoire pour tout bon musulman peut être épargnée à certains fidèles. Ceux qui ne peuvent pas jeûner, c'est les malades. Deuxième personne, c'est les femmes qui allaitent. Troisième personne qui ne doit pas jeûner, c'est la femme qui est enceinte. Quatrième personne, c'est les femmes qui sont en l'état de menstruation ou les femmes qui ont accouché. Après ça, c'est un vieux ou bien une vieille, vraiment son âge est avancé. Il y a les enfants, s'ils n'ont pas l'âge de puberté, ils ne peuvent pas jeûner. Il y a aussi les voyageurs. Voilà, la distance qui est plus que 80 km. La privation de nourriture a des avantages autres que spirituels. Médicalement, le jeûne aide l'organisme à éliminer des toxines accumulées dans nos cellules. Il y a cependant des inconvénients. Quand vous ne mangez pas aussi, vous êtes sujet à certains inconvénients, surtout l'hypoglycémie, qui se remarque par souvent des sueurs froides, de l'hypothymie, c'est-à-dire des pertes de connaissances brèves, ou des sensations de soif ou de fringale, c'est-à-dire de faim, de petite faim. Lorsqu'on jeûne, le métabolisme tourne au ralenti. À la rupture du jeûne, c'est progressivement qu'il faut relancer la digestion avec des aliments faciles à assimiler tels que des liquides tièdes, des légumes ou des fruits. Il faut par ailleurs éviter de consommer trop sucré, trop salé ou trop gras pour ne pas assommer l'organisme et risquer d'avoir plus faim le lendemain. Message bien perçu. Les hommes de médias invités à renforcer la communication autour du VIH-Sida. C'est l'appel du réseau des médias africains contre le sida, la tuberculose et le paludisme. L'appel a été lancé hier au cours d'une rencontre. Le réseau, qui a le soutien de l'ONU-SIDA, veut une implication des hommes de médias pour mener la lutte. Le reportage de Maïsakou. Le Forum régional sur les médias et le VIH en Afrique de l'Ouest et du Centre invite une 60aine d'hommes de médias à informer, éduquer et sensibiliser davantage l'opinion sur les dangers que représente le VIH-Sida. En 2012, selon l'ONU-SIDA, le taux d'infection du VIH a baissé en Afrique subsaharienne avec des progrès réalisés dans la prévention chez les enfants. Cette amélioration a été possible grâce à une bonne couverture médiatique, une communication renforcée autour de la pandémie. D'autres avancées du fait des médias dans la lutte contre le VIH-Sida ont été constatées. Il y a eu une diminution des décès liés au sida. Nous avons également une loi qui est en train d'être préparée, qui est prête et qui va très certainement créer un environnement favorable aux personnes vivant avec le VIH. Le forum va également permettre d'aider les journalistes et les membres des médias du domaine de la santé à surmonter les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans l'exercice de leur métier. C'est un grand moment pour les journalistes d'échanger avec les experts, d'échanger avec ceux qui appuient la lutte contre le sida pour actualiser nos connaissances et nous préparer à traiter les questions liées au VIH. À moins de 1000 jours de la fin de l'agenda des objectifs du millénaire pour le développement, tous les acteurs de la lutte contre le VIH-Sida, y compris les médias, doivent redoubler d'efforts en vue de faire reculer la maladie en Afrique qui, en 2011,
enregistrait 23 millions de personnes séropositives. Et la sécurité alimentaire préoccupe aussi les gouvernants africains. Comment permettre aux populations d'avoir de la nourriture en qualité et en qualité? Un séminaire vient de se tenir sur le sujet. Ces cadres nationaux ont désormais en leurs mains les outils et méthodes de suivi de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Côte d'Ivoire. C'est une étape qui permet de voir ce qui s'est fait. Plus tard, nous devons être capables de dire pour l'année 2013 quelles seront les productions estimées de maïs, de manioc, de riz. Et c'est à cela que nous devons tendre. Cette étape a nécessité 5 jours de formation ici à Abidjan avec le concours des experts analystes représentant les organisations internationales partenaires. Il s'agit entre autres de la FAO, Fonds des Nations Unies pour l'alimentation, du PAM, Programme alimentaire mondial, du Centre régional Agrimet et du Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel. Avec ces outils, ces cadres pourront remplir les tableaux d'analyse, classifier la sévérité et les causes d'insécurité alimentaire aiguë, identifier les populations vulnérables et permettre ainsi au pouvoir public de prendre des décisions appropriées. Nous pensons que le panel d'analystes qui viennent d'être formés sur la base déjà de leurs connaissances de l'IPC, qui vont continuer à être formés pour les années à venir, vont permettre d'asseoir un cadre beaucoup plus global et intégré d'analyse de façon à mieux assurer le suivi permanent de la situation alimentaire ici en Côte d'Ivoire et d'intégrer l'analyse en Côte d'Ivoire dans l'ensemble de l'analyse régionale dans la perspective de la mise en route certainement prochaine de la réserve alimentaire régionale. Ces cadres nationaux ainsi formés ont 5 mois pour produire une carte consensuelle sur la situation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Côte d'Ivoire. Et hors de la Côte d'Ivoire, en Égypte, les frères musulmans ont rejeté aujourd'hui la feuille de route des nouvelles autorités qui prévoit des élections législatives d'ici la fin de l'année. La confrérie appelle à de nouveaux rassemblements pour établir le président déchu, Mohamed Morsi. Dès mardi matin, ils étaient de nouveau dans la rue, malgré les tentatives du pouvoir pour calmer le jeu. Les frères musulmans ont appelé au soulèvement après la mort d'une 50aine des leurs tués par des militaires lundi. Mohamed Morsi est le président pour lequel j'ai voté. Et je trahirais mon vote si je n'étais pas prêt à devenir un martyr comme les gens tués hier. Le président par intérim a annoncé lundi soir des élections législatives d'ici début 2014, une nouvelle constitution soumise à un référendum et une élection présidentielle dans la foulée. Mais ces promesses n'y ont rien fait. Nous ne reconnaissons pas ce coup d'État militaire et tout ce qui en découle. Il est inutile de parler de ces décisions parce qu'elles ont été prises par des gens sans aucune autorité. Des gens qui viennent pourtant de nommer un Premier ministre, Azem Al-Beblaoui. Mohamed El Baradei, un instant pressenti, prend le poste de vice-président chargé des relations internationales. Des nominations qui rassureront peut-être une communauté internationale inquiète des risques de guerre civile. Nous appelons les militaires à faire preuve du maximum de retenue et nous demandons aux manifestants d'agir pacifiquement. Nous condamnons également les appels à la violence des frères musulmans. Sur un plan régional, il est également important que les différentes parties suivent un chemin différent. Parce que l'Égypte, grand État arabe avec un rôle de leader dans la Ligue arabe, manque aujourd'hui sur la scène diplomatique. L'Égypte se replie sur elle-même. Les funérailles des victimes de lundi ont débuté. Depuis l'éviction de Mohamed Morsi, il y a une semaine, les violences ont fait une centaine de morts. Et toujours en Égypte, les choses s'accélèrent dans la désignation du Premier ministre et du vice-président. La présidence égyptienne a annoncé qu'elle va nommer l'ancien ministre égyptien des Finances, Azem El-Belaoui, comme Premier ministre par intérim et Mohamed El Baradei, prix Nobel de la paix 2005, comme vice-président chargé des relations internationales. On revient en Côte d'Ivoire et je vous livre à nouveau cette information. Monsieur Guillaume Odik-Bafori Soro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, informe, mesdames et messieurs les députés, que son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, présidera en présence de Monsieur Abdou Diouf, secrétaire général de la francophonie, la cérémonie solennelle d'ouverture des travaux de la 39e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et de la 6e édition du
du Parlement francophone des jeunes ce mercredi 10 juillet 2013 à 10h au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Le président de l'Assemblée nationale invite mesdames et messieurs les députés, les présidents d'institutions, le Premier ministre et les membres du gouvernement, les membres du corps diplomatique accrédités en Côte d'Ivoire, les représentants des organisations internationales à honorer de leur présence cette importante cérémonie. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de votre attention.